Marine Le Pen est à 20%, Emmanuel Macron à 28%. Est-ce que vous redoutez que Jean-Luc Mélenchon puisse rattraper votre candidate? Je ne crois pas, parce qu'il est un radical dans cette élection. Il est pro-islamisme, pro tout ce qu'il ne faudrait pas pour notre pays, d'extrême gauche. Donc je pense que voilà, il est en train de vampiriser un peu les voix à gauche. C'est le vote utile à gauche? Je ne sais pas si c'est le vote utile, mais c'est en tout cas au regard de la baisse des uns et des autres à gauche et du peu d'intérêt, il faut quand même le dire, pour ces candidats de gauche. Voilà, il est le seul qui émerge aujourd'hui. Il faut évidemment faire attention, mais mettre en garde aussi les électeurs que Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour serait quand même une catastrophe pour le pays. Est-ce que vous continuez à mobiliser vos électeurs? Vous redoutez cette abstention qui vous a coûté très cher au régional. Elle pourrait se reproduire là au premier tour de la présidentielle? Je ne pense pas. On est à une élection présidentielle et il y a un enjeu. Et on voit bien toute la colère qui s'est exprimée depuis 5 ans contre Emmanuel Macron. Elle ne peut pas se réfugier dans l'abstention au moment où on voit bien que Marine Le Pen est en capacité de pouvoir gagner. Dans votre sondage, là, elle monte à 45-55. Il y en a un autre où elle est à 47. On voit bien qu'on arrive petit à petit dans la marge d'erreur. Et donc, il faut que les électeurs se mobilisent. Il y a une chance, il faut la saisir, il faut se mobiliser. Et il faut toujours dire, le vote n'est pas qu'un droit, c'est un devoir. C'est bien de protester, c'est encore mieux d'aller voter. Est-ce que c'est la première fois qu'au fond, elle a une réserve de voix dans les électeurs d'Éric Zemmour et éventuellement à droite et chez Mme Pécresse aussi, bien sûr. Oui, Nicolas Dupont-Aignan aussi. Oui, je pense que c'est une configuration qui peut s'avérer être payante pour ce deuxième tour, parce que le débat aura lieu, la confrontation des propositions, mais le bilan aussi de M. Macron dans le deuxième tour pourra se faire d'une manière, j'allais dire, visible, transparente. Et donc, de ce point de vue-là, tout le monde attend que cette confrontation ait lieu. Le problème, c'est ce premier tour et c'est les différentes scènes que l'on peut voir ou parasitage de cette campagne, que ce soit malheureusement cette guerre en Ukraine, mais aussi la volonté du président de ne pas aller à la confrontation et d'éviter tout le débat. Alors, le président Macron a dit finalement ça se terminera en tandem, en parlant de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il dit évidemment ils s'entendront à la veille du second tour. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, bien sûr. Moi, je suis pour le rassemblement des électeurs, voilà, dans les urnes. Et je ne suis pas pour des arrangements de partis ou de candidats, parce que les Français n'en veulent plus. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne vont pas voter, parce que la droite s'est beaucoup arrangée pendant longtemps. M. Macron s'est beaucoup arrangé aussi avec une partie de la gauche et une partie de la droite, et je pense que les électeurs n'en veulent pas. Donc, je ne suis pas décisionnaire en la matière, mais moi, je sais ce que j'ai fait à Perpignan. Et c'est dans les urnes qu'on a réussi à faire ce rassemblement. Et je pense que Marine a une chance historique de pouvoir le faire à l'échelle de la France. Et c'est cela, évidemment, qu'il faut concrétiser après le premier tour. Vous avez assisté aux échanges d'amabilité entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron après le meeting du Trocadéro d'Éric Zemmour où ses fans, ses militants ont scandé Macron assassin. Est-ce que si la même chose, le même cas de figure s'était produit dans un meeting de Marine Le Pen, elle aurait arrêté ces slogans? Il est toujours très difficile, vous savez, de contenir des mouvements de foule. Mais je pense que Marine serait intervenue, oui, parce que ce sont quand même des propos outranciers. On peut avoir, évidemment, de la critique pour un adversaire politique, mais il faut aussi bien mesurer ce que l'on dit. On est dans une période sensible, on est dans une période critique. On sent bien que la société est fragile et c'est pas la peine de mettre le feu aux poudres systématiquement. Je pense que la France, elle a besoin d'être apaisée, d'être rassurée. Et Marine Le Pen mène cette campagne qu'il faut pour la France. Éric Zemmour a manqué de réflexe, de métier peut-être pour vous? Peut-être oui, de métier, puisque c'était son premier grand meeting en extérieur. Et je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir ce mouvement de foule. Mais vous savez, c'est très difficile, comme je le disais, de contenir ce genre de slogan. Mais malheureusement, ça a été le cas. Est-ce qu'il a vocation à rester en politique, Éric Zemmour, s'il échoue à se qualifier pour le second tour de la présidentielle comme il l'espère? Écoutez, il devait tout casser, il devait battre à plate couture tous ses adversaires de droite, et puis on voit bien qu'aujourd'hui, il est en train d'être en très grande difficulté, et peut-être même demain sera-t-il en dessous de 10%. Il y a un vote utile qui est un vote patriote, national, républicain. Ce vote, c'est celui de Marine Le Pen. Quand vous avez Mme Pécresse à 11 et M. Zemmour à 10, le seul vote utile, c'est évidemment Marine Le Pen. Il faut réduire cet écart avec M. Macron dès le premier tour. Et il faut évidemment, pour ce deuxième tour, se retrouver dans les urnes parce qu'il y a une chance historique de changer de système et de battre M. Macron.
Vous avez parlé du climat inflammable dans notre pays. Marine Le Pen était en Guadeloupe. Elle a été, pareil, chahutée, voire même un peu plus, par des manifestants. Pourtant, c'était important d'y aller. Oui, l'outre-mer, c'est la France. Et je pense qu'il est important pour les candidats à la présidentielle de montrer qu'on est attaché à eux. Voilà, on ne les oublie pas. Et Marine particulièrement a un programme très clair pour les Outre-mer. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas allée en Guadeloupe, mais évidemment en Guadeloupe, systématiquement, vous avez quelques extrémistes de gauche, indépendantistes, qui viennent semer la perturbation. Je remarque simplement qu'il n'y avait pas un gendarme pour garder ou surveiller l'hôtel où était Marine Le Pen pour faire une émission de télé, précisément. Je trouve ça un peu suspect. Vous pensez qu'il y a eu quelque part du laxisme où on a laissé faire? Les autorités ont laissé faire, le préfet a laissé faire? Oui, c'est pas la première fois, et en laissant faire, on montre des images qui sont pas sympathiques, donc ça permet de jouer sur tous les tableaux. Mais d'ailleurs, M. Macron est intervenu pour condamner cet acte. Il devrait le dire à son ministre de l'Intérieur, qui plutôt que d'aller faire la tournée des villes où il y a un fort vote RN, comme à Perpignan, il est aujourd'hui à Perpignan d'ailleurs. En campagne électorale, il ferait bien de s'occuper des problèmes des Français, et notamment du problème de la sécurité. On y vient évidemment dans un instant. Juste d'abord un mot sur le pouvoir d'achat, parce que les prix du carburant sont à nouveau repartis à la hausse cette semaine, ce qui étrangle des millions de foyers en France. La seule solution pour vous, c'est cette baisse de la TVA de 20 à 5,5, c'est la baguette magique? Écoutez, 60%, c'est les taxes en général. Donc le gouvernement a un levier. Ce seul levier, c'est de baisser les taxes. Et nous, on a proposé de baisser la TVA. Ce serait une économie réelle pour celui qui fait le plein. Certes, manque à gagner pour l'État, mais je veux dire, aujourd'hui, on met de l'essence dans sa voiture pour aller travailler. C'est pas un luxe que d'avoir une voiture pour aller travailler. Et le gouvernement, j'ai l'impression, peine un peu à trouver la parade sur ce dossier-là et se laisse enfermer dans des considérations comptables, alors que à la base, ce sont les plus bas salaires qui souffrent de cette augmentation du prix de l'essence. Alors le prix de l'essence avait commencé à monter bien avant la guerre en Ukraine, mais évidemment les choses ne s'arrangent pas. Il y a d'autres secteurs qui vont être en danger, le secteur alimentaire notamment. Oui. Il y a des famines qui se profilent. Quelle est la solution que vous proposez? Vous savez, les famines, elles sont dues à la guerre éventuellement, et il faut déjà les anticiper. Donc il faut déjà bien regarder à protéger notre propre agriculture, la développer s'il le faut, et regarder, j'allais dire, à l'échelle de l'Europe, comment on peut faire pour évidemment amortir ce choc. Peut-être produire plus, mais en tout cas sanctuariser notre propre production, parce que c'est là aussi, on a une chance en France, c'est d'avoir une agriculture et d'avoir encore des producteurs de blé et de céréales. Et j'estime que le devoir d'un gouvernement, c'est aussi de protéger les productions nationales pour que ce soit consommé sur place et pour favoriser les circuits courts. Les entreprises françaises qui sont toujours implantées en Russie sont montrées du doigt, vous le savez. Est-ce qu'elles ont le choix? Est-ce que, comme dit le président Zelensky, nos valeurs valent plus que leurs bénéfices? Oui, mais ça c'est un slogan. Ça fait les implantations en Russie sont une stratégie industrielle de beaucoup de groupes français. Je pense à Renault notamment. Qui va fermer son usine de Moscou. Qui va fermer son usine, mais qui va coûter cher en retour au groupe Renault et donc à la France. Donc il faut faire attention dans ces sanctions à un effet boomerang. Il faut sanctionner pour montrer évidemment notre total désaccord avec l'agression russe, mais il faut aussi regarder l'intérêt national et l'intérêt supérieur du pays. Et ces grands groupes industriels sont d'abord des chefs d'entreprise, sont des entreprises, et elles défendent, j'allais dire, leur production. Et donc je suis assez sceptique et pour tout dire assez critique sur ces dictats qui concernent le retrait de Renault, de Auchan et de quelques autres. La sécurité, est-ce que c'est la grande oubliée de la campagne? On a vu des images de violence à nouveau à Sevran, Aulnay-sous-Bois, après que le conducteur d'une voiture, d'une camionnette volée ait été abattu par un policier de la BAC. Est-ce que finalement on en parle trop peu de la sécurité? Elle n'a jamais cessé, elle est quotidienne. Moi je peux vous dire en tant l'insécurité, là. Oui, en tant que maire, je peux en témoigner. Parce que les choses s'aggravent, le trafic de drogue devient endémique dans certains quartiers, devient une économie comme une autre, et je n'ai pas vu au sein du gouvernement, et encore moins M. Darmanin que d'autres, une ferme volonté de rétablir la situation. Alors encore une fois, la campagne électorale, c'est bien, mais je préférerais que le ministre de l'Intérieur soit au chevet des Français et au contact de cette insécurité et de ces voyous,
Et ce n'est pas le cas et je le déplore. Et là, sur Sevran et Aulnay-sous-Bois, quelle est la solution? Plus de policiers? Et on connaît ça, c'est Aulnay-sous-Bois, c'est hier, mais c'était le mois dernier, et ça fait des années que ça dure. Quand est-ce qu'un gouvernement va enfin prendre les choses en main pour mettre fin à cette voyoucratie de quartier? Il faut simplement du courage, de la volonté et des moyens. Les policiers savent faire, donnons-leur les ordres et faisons-leur confiance. La violence en Corse également, après l'enterrement d'Ivan Colonna. Vous avez compris ce qui s'est passé à Furiani, où certains militants indépendantistes ont reproché à des CRS d'avoir chanté la Marseillaise au moment des obsèques, au moment supposé des obsèques d'Ivan Colonna. Je l'ai d'autant moins compris que les Corses sont des patriotes. Beaucoup se sont battus pendant les guerres. Et je pense que les gens qui manifestent, leurs grands-parents ont fait la Seconde Guerre mondiale, l'Indochine ou l'Algérie, ont chanté l'hymne national parce que c'est notre hymne, c'est celui de la France, de la République. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est un outrage dont il pourrait se passer. Donc vous condamnez les violences. Est-ce qu'il faut quand même ouvrir la porte au dialogue sur l'autonomie de l'île? Toujours, l'autonomie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il faut savoir ce que veulent les Corses. Ils ont déjà une large autonomie. Ce sont des autonomistes, en quelque sorte, qui sont en train de gérer l'île. Qu'est-ce qu'on peut leur donner de plus? Je n'en sais rien. Il ne faut pas, dans ce marché-là, entre guillemets, que la France ait tout à perdre par une île qui serait de plus en plus indépendante et à terme, une dérive mafieuse dont on connaît aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Ce serait la voie logique, la dérive mafieuse, si on accordait plus d'autonomie à l'île? Je pense que si l'autorité de l'État ne s'exerçait pas et s'il n'y avait pas une ferme volonté de maintenir la Corse à la France, cette dérive existe. C'est pour cela d'ailleurs qu'une majorité de Corses ne veut pas de cette indépendance et reste attachée à la France. Encore un mot de ce qu'a dit Jordan Bardella hier à propos de l'abattage rituel. Il dit: si Marine Le Pen emporte l'élection présidentielle, il n'y aura plus ni viande halal ni viande cachère. Est-ce que c'est une position que vous partagez? Il y a deux choses. Il y a d'abord, on peut avoir de la viande halal ou cachère, mais en respectant, j'allais dire, la souffrance animale, c'est-à-dire par l'étourdissement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la liberté d'en manger ou de ne pas en manger. Moi, je veux être sûr que quand je vais acheter un produit, eh bien, il n'est pas ni halal ni cachère. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est ma liberté de pouvoir. Oui, mais parfois, c'est pas mentionné sur les étiquettes. Exactement. Et c'est sur ça que moi, je me battrai plus que sur le reste. Donc, vous dites que ce n'est pas forcé, qu'il n'y ait plus ni viande halal ni viande cachère si Marine Le Pen est élue présidente de la République. Chacun est libre de manger ce qu'il veut, mais encore une fois, on n'est pas obligé de manger des choses dont on ne sait pas s'ils sont des viandes concernées par ce sujet-là. Mais vous répondez à côté de ma question. Ma question, c'est: est-ce qu'encore une fois, vous interdirez le halal et le cachère s'il n'y a pas d'étourdissement des animaux dans les abattoirs? Il y aura un étourdissement. D'ailleurs, l'Europe l'imposera à moyen terme. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas, mais je pense que, d'ailleurs, il faut le reconnaître, le recteur de la mosquée de Paris, il y a déjà quelques années, avait dit que l'étourdissement en ce qui concernait l'islam ne posait pas de problème. Donc il faut tout simplement faire pression sur les organismes communautaires et sur les communautés pour les obliger à l'étourdissement pour pouvoir consommer de la viande selon leurs principes religieux. Et si c'est contraire aux principes religieux, donc on interdit le cachère? Écoutez, nous on est en République, voilà. Il y a le respect de la laïcité. Tout ce qui est contraire à la loi est interdit. Il faut que les communautaires, entre guillemets, se conforment à la loi. Et l'étourdissement fait partie de cet arsenal qui permet justement de trouver un juste milieu entre souffrance animale et puis liberté religieuse. Louis Alliot était l'invité de la matinale de CNews. Merci beaucoup d'être venu ce matin, monsieur le maire. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.